Pour ceux qui ne connaîtraient pas nos deux structures, le groupe de compétitivité d'Herbie intervient en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée au service de la transition énergétique via l'innovation, afin de favoriser la création de développement d'entreprises dans ce secteur. Et la Cleantech Valley est une association qui œuvre dans le développement de projets de transition écologique, de la décarbonation dans l'Occitanie également, l'accompagnement de projets renouvelables et d'efficacité énergétique, mais aussi dans l'innovation avec un accélérateur d'entreprise. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui nos speakers qui sont en vidéo parmi nous aujourd'hui. Donc, Christelle Martinez pour EDF, Béatrice Longien pour EDF également, Bruno Rouvière pour IDESUN, Xavier Danjou pour la confiserie du Tech. Et j'ai le plaisir moi-même d'animer ce webinaire pour la Cleantech Valley. Et je propose donc d'ouvrir ce webinaire en présence de Virginie Monnier-Manque, qui est présidente de la Cleantech Valley. Et je vais également excuser André Joffre, le président du pôle de compétitivité d'Herbie, qui a eu un contretemps de dernière minute ce matin, mais sa directrice Isabelle Guichard est avec nous et on aura l'occasion, Isabelle, de vous entendre également tout à l'heure. Donc Virginie, je vais te laisser la parole. On a voulu ce webinaire dans ce contexte actuel d'augmentation des prix de marché. On voit qu'on a un grand nombre de participants. Donc je te laisse la parole pour lancer ce webinaire. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de cette organisation de webinaire que nous avons mis en place avec le pôle de compétitivité d'Herbie. Tout d'abord, je pense que c'était une vraie attente puisqu'on avait plus de 220 inscrits hier soir pour rejoindre ce webinaire. Et pourquoi, en fait, on a souhaité l'organiser avec André Joffre et Isabelle Guichard? Tout simplement parce que les prix de l'énergie ont très fortement évolué ces derniers mois. Il y a des questions et des origines qui sont court terme, hein, évidemment, la crise en Russie, mais on peut justement s'interroger sur pourquoi la hausse des prix du gaz a un tel impact sur les prix de l'électricité. Et puis le prix de l'énergie, il va augmenter durablement aussi. Et comme on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, notamment de la neutralité carbone, ça nous paraissait important avec le pôle d'Herbie de vous donner les clés pour comprendre, les clés pour prendre peut-être les bonnes orientations pour vos structures, entreprises, collectivités locales. Et puis, on a essayé de réunir aujourd'hui à la fois des experts qui vous permettent de vous apporter une grille de lecture autour de l'évolution des prix, mais aussi de ne pas rester juste sur pourquoi ça augmente et comment ça va augmenter, mais aussi sur déjà des esquisses de solutions ou des solutions qu'on peut très facilement mettre en place. Et donc, on a choisi à la fois, entre guillemets, un petit peu de théorie, d'explication, mais aussi des cas concrets qu'on partagera avec vous. Et puis surtout, même si vous êtes très nombreux, n'hésitez pas à poser des questions. C'est important de comprendre. Voilà, il faut que ce soit assez ouvert pour que chacun puisse poser les bonnes questions. Ça permet aussi à tout le monde de comprendre. Et puis, nos experts et intervenants sont à votre disposition pendant tout ce webinaire pour y répondre. Donc, je vous souhaite une bonne heure d'échange, de partage et de réflexion tous ensemble. Et Isabelle Guichard fera une petite conclusion en fin de webinaire. Merci Virginie. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat ou en live. Hein. On va faire 2-3 moments d'échange et questions. On est là pour échanger avec vous et pas que pour délivrer de l'information. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire tout au long de la séance et on rassemblera les questions pour les poser au bon moment à nos intervenants. Je vous propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. On a une présentation qui est structurée en 2-3 temps. Un premier temps sur vraiment un point de contexte sur l'évolution des prix de marché. Ensuite, une deuxième séquence sur les solutions
autour de l'efficacité énergétique et on va faire un focus sur l'autoconsommation solaire. Et enfin, on finira avec un témoignage d'une entreprise industrielle. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Béatrice Longien, qui est expert offre et services chez EDF, et également Christelle Martinez, qui est directrice du développement des entreprises pour EDF. Bonjour à tous. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je vais vous présenter dans cette première séquence les principales causes de l'augmentation des prix de l'électricité. Et donc, Christelle Martinez vous présentera dans cette première séquence également les leviers qui existent pour faire face à cette situation économique, notamment les leviers sur les prix, que ce soit les leviers gouvernementaux ou des leviers qui sont à votre main. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais déjà repositionner de quoi on parle concrètement par rapport aux factures quand on entend que les prix ont augmenté. Donc, une facture d'électricité se compose de 3 éléments, la fourniture, l'acheminement et les taxes. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est bien la partie fourniture, avec notamment la partie sourcing, qui constitue donc cette partie d'achat d'énergie, et c'est celle-là qui a significativement augmenté ces derniers mois et sur laquelle nous allons à présent faire un zoom. Donc, tout d'abord, il faut savoir que nous sommes face à une situation inédite et historique. On est donc à des niveaux de prix qui n'ont jamais été atteints. Donc, on va regarder ensemble comment se forment les prix du marché de l'électricité et quelles sont les principales causes qui expliquent cette flambée des prix. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la livraison d'électricité qui arrive jusqu'aux entreprises et foyers français est donc la résultante d'un maillage à l'échelle européenne. Donc, les réseaux sont en effet interconnectés à la maille européenne. Ces interconnexions permettent d'assurer déjà la sécurité d'approvisionnement. En effet, l'électricité ne se stockant pas, il faut à chaque instant un équilibre entre les moyens de production mis en fonctionnement et la consommation soutirée sur le réseau. Donc, le couplage des marchés de l'électricité permet de mutualiser ces moyens de production complémentaires et les besoins en électricité. Donc, les pays vont donc s'échanger de l'électricité par les réseaux d'interconnexion aux frontières en jouant sur la complémentarité des installations de chacun pour, par exemple, passer certains pics de consommation quotidien ou bien encore de pallier à des moyens de production en maintenance. Ces interconnexions sont également un outil pour la transition énergétique en permettant de tirer parti de la complémentarité des mix de production européens. On va par exemple faire le choix, à certains moments, d'importer de l'énergie produite par une centrale à énergie renouvelable qui n'aura pas de débouché sur son territoire, plutôt que de mettre en route un moyen de production qui serait plus coûteux et plus polluant. Et l'organisation de tous ces échanges se fait sur des bourses d'électricité qui organisent la mutualisation des offres d'achat et de vente. Donc, comment se forment les prix de l'électricité sur les marchés? Comme nous venons de le dire, l'électricité ne se stocke pas, ce qui oblige d'actionner à chaque instant les moyens de production nécessaires pour répondre à la demande. Donc, pour garantir cet équilibre, les moyens de production sont sélectionnés par ce qu'on appelle un ordre de mérite, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. On va d'abord mettre en route les énergies renouvelables, le nucléaire, et la demande augmentant, et ces moyens de production ne suffisant pas toujours, on va actionner sur la dernière frange de production des moyens de production thermique comme des centrales à gaz. Donc le marché fonctionne de la manière suivante. Le prix de marché de l'électricité pour une heure de la journée, donc le prix spot, correspond au coût du combustible du dernier moyen de production appelé pour garantir l'équilibre de l'offre et de la demande. Et ce moyen de production appelé est, pour la plupart du temps, une centrale thermique et notamment à gaz. Donc, pourquoi l'envol de ces prix? Donc, à partir du deuxième semestre 2021, donc les prix du gaz et du charbon, ainsi que dans une moindre mesure des émissions de CO2 associées à ces moyens de production,
ont significativement augmenté, entraînant dans leur sillage une hausse inédite des prix de l'électricité. Donc, la forte hausse des prix des combustibles s'explique par un déséquilibre de l'offre et de la demande. On a d'un côté une demande qui a explosé, liée principalement à une reprise économique post-Covid, importante dans le monde, et particulièrement en Asie, avec notamment la Chine. Des tensions géopolitiques qui sont venues renchérir la demande avec des tensions entre pays comme par exemple entre la Chine et l'Australie, qui ont contribué à ce que la Chine décide de se passer à ce moment-là du charbon australien pour se retourner davantage vers le gaz. Et des arrivées post-Covid de gaz GNL en Europe qui avaient diminué, ce qui conjugué, comme elle partait vers la Chine, ce qui conjugué à une demande européenne soutenue par des températures qui avaient été sous la normale au printemps, avait conduit à vider une partie des stockages européens. De l'autre côté, on a une réduction de l'offre avec des tensions géopolitiques qui viennent réduire l'offre, avec par exemple la guerre en Ukraine qui est venue apporter une tension supplémentaire à un marché de gaz qui était déjà fortement tendu, avec un déséquilibre offre et demande, et donc qui est venu renchérir des prix déjà élevés. Du côté du charbon, la reprise économique et la météo en Asie post-Covid avaient joué de la même manière sur la demande mondiale. Donc quand le gaz devient cher, la demande en charbon augmente, ces combustibles devenant plus attractifs. Donc les deux combustibles étant substituables pour une grande majorité d'usages, dont la production d'électricité. Donc un deuxième facteur à jouer sur cette tendance visible depuis 2021, donc les difficultés rencontrées sur des productions minières de 5 gros pays producteurs de charbon, des problématiques d'infrastructure, de transport, de grève ou d'intempéries qui avaient eu un impact direct sur le volume produit par ces pays comme la Chine, la Colombie, l'Australie, la Russie et l'Afrique du Sud. Et enfin, concernant le CO2, qui lui n'est pas proprement parlé une matière première, mais qui est devenu un marché à part entière depuis 2005 et la mise en place du protocole de Kyoto pour la préservation de l'environnement. Donc, comme vous le savez, pour une tonne de CO2 produite par une centrale à charbon ou à gaz, le producteur est dans l'obligation de compenser son empreinte carbone en achetant l'équivalent en volume CO2 sur le marché. Et une nouvelle législation européenne plus contraignante pour faire baisser les émissions de CO2 a généré une anticipation d'achat de quotas en masse faisant doubler les prix des quotas. Et enfin, certaines tensions sur l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, reprise économique suite au Covid, moins de disponibilité de centrales de production nucléaire. Donc, comme on vient de le voir, les prix de marché de l'électricité sont donc impactés par toutes ces hausses dont je viens vous parler. Donc, comme on l'a vu, il existe le marché spot, donc qui traduit l'équilibre physique à chaque pas horaire, donc qui traduit donc qui reflète à tout le dernier coût de production du dernier moyen de production appelé pour assurer l'équilibre de l'offre et de la demande. Et nous avons aussi donc le marché à terme. C'est quoi le marché à terme? Le marché à terme, c'est l'anticipation de quel sera le prix spot moyen sur une période de livraison. Donc, lorsque votre fournisseur vous établit un contrat d'électricité sur 1, 2 ou 3 ans, donc schématiquement, on contractualise avec le prix de marché qu'on appelle forward, c'est-à-dire la vision que j'ai aujourd'hui, à la date où vous établissez votre contrat, de ce que seront les prix spot sur la période de livraison de votre contrat, par exemple 2023 et 2024. Donc le graphique là, que vous voyez à l'écran représente les prix de la bourse de l'électricité à terme depuis 2014. Donc on voit 3 courbes. La courbe bleue qui représente l'année de livraison N+3, la courbe verte qui représente la courbe de livraison N+2 et la courbe orange qui représente la courbe de livraison N+1. Donc on constate que sur ces 10 dernières années, les prix de marché de l'électricité étaient en moyenne autour de 50 € par mégawattheure.
et que la situation que nous vivons depuis le deuxième semestre est inédite, puisque le premier palier qui a été franchi le 5 octobre 2021 avec des prix à 168,40 € par mégawattheure. Un deuxième palier aussi significatif le 22 décembre 2021 avec des prix à 407,50 € par mégawattheure. Ici, sur la droite de l'écran, vous voyez les prix de clôture à la bourse de l'électricité de hier soir, donc au 11 juillet 2022, avec des prix qui s'affichent à 456,55 € par mégawattheure pour 2023, 256 € pour 2024 et 207 pour 2025. Donc, vous constatez que ces prix sont dégressifs. 2025 coûtant moins cher que 2024, coûtant moins cher que 2023. Donc, on constate quasiment toujours cette dégressivité des prix sur les marchés, donc qui sont liés par une meilleure vision des risques à courte échéance, ce qui a tendance à pousser les prix N+1 à la hausse. Donc, en voyant la superposition de ces courbes, on constate qu'un contrat avec un prix moyenné sur 3 ans coûtera moins cher, par exemple, qu'un contrat sur un prix de 1 an ou 2 ans. Donc là, je vais passer la parole à Christelle pour nous parler des leviers qui existent sur la hausse des prix pour faire face à cette situation économique. Bien, bonjour. Donc déjà pour répondre à la question de Laurent sur le chat, donc vous voyez bien que c'est bien aujourd'hui, si vous contractualisez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le prix moyenné que vous allez payer et non pas forcément le prix spot quand vous contractualisez. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, déjà, ce qu'on est en train de vivre sur le plan de l'énergie, c'est quelque chose qui est équivalent à ce qu'on a pu vivre dans les années 73 lors du premier choc pétrolier. Donc, c'est ce qu'affirment les économistes. C'est un vrai raz-de-marée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'évolution des coûts de l'énergie. On se rend compte que ça devient un bien vital, stratégique et indispensable pour le bon équilibre d'un pays, de ses habitants, des entreprises qui font la force économique. Donc, jusqu'à présent, comme Béatrice le montrait sur les schémas précédents, l'énergie était quelque chose qui était moins stratégique pour un ménage ou pour une entreprise, même si c'était important. Aujourd'hui, on fait vraiment face au fait que l'énergie revient au cœur des débats dans notre pays et dans l'Europe entière. Donc, c'est un bien qui est désormais vital et stratégique. Et il faudra faire avec, comme le soulignait Virginie. On voit bien que c'est une tendance plutôt de fond. La stratégie, c'est la sécurité d'approvisionnement, comme le précisait Béatrice. Aujourd'hui, on produit en France, mais on est dans un contexte européen et c'est la force aussi de notre système énergétique européen, c'est qu'on est tous solitaires et interdépendants. Donc, ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, a forcément parfois des répercussions sur ce qui se passe en France et inversement. On a pu voir aussi, à titre d'exemple, qu'il y a eu un avant et un après cette flambée des prix également. Vous l'avez certainement vu, mais on a des fournisseurs d'énergie qui ont disparu. Je reprends mes petites notes, mais au Royaume-Uni, par exemple, avec cette crise de l'énergie, il y a 60% des fournisseurs d'énergie qui ont disparu. En France, on en est loin. On a quelques fournisseurs qui se sont retrouvés en faillite. Le premier, ça a été Hydroption. On a un système de solidarité qui existe en France qui fait que vous avez toujours des fournisseurs de dernier recours. Pour l'électricité, ça va être, en gros, ce sont les fournisseurs historiques. Pour l'électricité, ça va être EDF et pour le gaz, ça va être Engie. Donc, un client qui se retrouve comme les clients d'Hydroption, qui du jour au lendemain n'ont plus de fournisseurs. EDF a joué son rôle de fournisseur de dernier recours et a récupéré ces clients-là, mais les conditions ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours la même chose, et pour une entreprise, ça peut être une vraie difficulté. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'aspect aussi stratégique est
et incontournable, c'est qu'un fournisseur d'énergie, ce qui est important à retenir, c'est voir quelle est sa politique de sourcing. On est là un peu aujourd'hui pour vous donner un peu de vision et de conseils. Hein. Donc, il y a cet aspect-là des choses. Un fournisseur d'énergie qui n'a pas sécurisé son sourcing, c'est potentiellement un risque pour vous, pour aujourd'hui, demain et peut-être après-demain. Donc, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est que nous, notre job de fournisseur, c'est d'acheter l'énergie nécessaire à votre besoin aujourd'hui et demain, puisqu'on contractualise sur 1, 2 et 3 ans, et donc s'assurer qu'on aura toujours les électrons qui arriveront en temps et en heure. Donc, soyez très vigilants à ça quand vous faites le choix de votre fournisseur d'énergie. Le sourcing, aujourd'hui, c'est devenu véritablement stratégique. Les petits leviers, donc, pour faire face à cette situation économique, Christelle, avant peut-être… Oui. Christelle, il y a des questions dans le chat. Est-ce que tu peux y répondre avant de passer à la suite? Parce que je pense oui, alors Christelle, je vais te les adresser. Il y avait une question de compréhension sur le prix. Est-ce qu'un industriel paye le même prix spot ou le prix moyen? Ce que je disais tout à l'heure, ou Béatrice, tu peux peut-être y répondre puisque c'est… tu l'as précisé quand tu expliquais. Vas-y, peut-être. Disons que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui va constituer le prix de votre contrat, c'est effectivement se baser sur les prix forward, c'est-à-dire la vision que j'ai aujourd'hui des prix spot moyens qui seront sur la période de votre contrat. Donc ensuite, le prix à la bourse de l'électricité est le même pour tout type de contrat. Ensuite, ce qui va faire la différence, et ça, Christelle vous l'expliquera tout à l'heure, c'est après le type de contrat que vous allez contractualiser avec votre fournisseur. Il y a une autre question qui était plutôt sur le prix du kilowatt. Béatrice, tu as présenté une baisse d'ici 2025. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à être récurrent tous les 3 ans, ça baisse? Ou est-ce que là, c'est plutôt la vision pour les 3 années à venir, mais qu'on ne connaît pas la suite? Alors, il faut savoir que lorsque vous allez sur X, à la bourse de l'électricité, les prix changent tous les jours, tous les soirs. Aujourd'hui, nous avons les prix de marché de la clôture de hier soir. Donc, tous les jours, on a un prix baseload sur les 3 ans à venir, donc 2023, 2024, 2025. Donc, le prix que j'ai aujourd'hui, que je vous montrerai, qui était le prix de clôture de hier, ne sera pas le même que celui de demain, après-demain, etc. Et donc, cette vision à 3 ans, elle s'établit tous les jours. Et il est vrai que, sauf cas exceptionnel, on constate quasiment tout le temps que le prix de l'année N+1 sera plus cher que celui de l'année N+2 qui sera plus cher que celui de l'année N+3. Donc, celui de l'année N+1 étant plus cher parce qu'on a une meilleure visibilité des risques et des conjonctures qui font la détermination des prix. C'est pour ça que et plus on va avancer, on va dire, sur l'année 2022, et plus on va avoir une vision, on va dire, précise, entre guillemets, de l'année 2023, et donc des prix de l'année 2023. Et une vision anticipée, mais ce n'est pas la vision réelle à l'instant T. Ce qui est réel, après, c'est le spot, c'est la livraison physique, c'est-à-dire l'échange, enfin, la garantie à chaque moment de l'équilibre offre et demande. Et donc, le prix spot, c'est la traduction physique de cet échange, de cette garantie de offre et demande. Une question complémentaire sur l'impact de la hausse des prix, peut-être liée au nucléaire. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu plus la situation au niveau du parc nucléaire avec quelques réacteurs en retrait du réseau actuellement? Tu veux que… Christelle, je te laisse répondre. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une douzaine de réacteurs nucléaires à l'arrêt. Certains le sont pour des raisons d'arrêt de tranche, de cause de maintenance. Quand on a subi la crise Covid, donc à partir de 2020, EDF avait annoncé qu'il y avait des arrêts de tranche qui étaient des arrêts de tranche
donc sont donc des exercices obligés de sécurité, de vérification du bon fonctionnement de nos centrales, qui sont planifiés des années à l'avance. Et donc, sur 2020 et 2021, il y a des arrêts de tranche qui n'ont pas pu avoir lieu du fait du Covid, etc., etc. Et donc, on avait annoncé qu'on les décalerait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des réacteurs qui sont plus à l'arrêt que ce qui était prévu il y a 2 ans. Et parallèlement, on a aussi des réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'on a trouvé des soucis de corrosion sur une centrale et que donc aujourd'hui, on a tout mis à l'arrêt sur certaines autres centrales pour vérifier le potentiel problème de ces réacteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Jean-Bernard Lévy l'a annoncé pas plus tard que le 11 juillet aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Sur 2022, on a annoncé qu'on visait de produire en gros 300 TWh pour cette année. Donc, on devrait produire ce dont on a besoin avec un système bien évidemment encore de solidarité. Je rappelle que quand on est surproducteur, eh ben, on est solidaire avec l'Allemagne, et quand on est sous-producteur, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou autres sont également solidaires. On est dans un système européen qui fonctionne, mais pour cette année, effectivement, nous on a annoncé que notre prévision serait de produire en gros 300 TWh. Voilà. Que ça répond. Si je peux juste, attends, je voudrais juste ajouter quelque chose, Delphine, par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, les prix en France sont loin d'être plus importants que ceux de l'Allemagne. C'est vrai, j'ai pas, oui. Je ne vois pas tout le chat, donc je le vois au fur et à mesure, donc c'est pas toujours simple. Mais donc ça, c'est important. Et il y a quand même un bouclier tarifaire qui a été mis en place en France. Et ce bouclier, il est partagé entre l'État et EDF, entre guillemets, en termes de charges financières. Et c'est ce qui permet au prix, même si on a une très forte hausse, d'être une hausse qui est moins impactante que dans tous les autres pays européens et même aux États-Unis. Et c'est ça qui explique aussi que l'inflation en France est un peu plus basse que celle de l'Allemagne ou des États-Unis. Et c'est d'ailleurs le slide suivant. Merci, voilà. Virginie. Belle transition. Où on voulait donc justement, après la présentation un peu de la fixation des coûts de l'électricité, parler un peu des axes qui existent. Donc, sur la facture d'énergie, on a parlé de fourniture, et on voulait vous rappeler quelque chose d'un peu simple. Une facture, c'est du prix fois du volume. Et donc, on va vous parler de prix, on va vous parler de volume. Donc, sur le slide suivant, quelques petits sujets autour de comment agir sur les prix. Alors ça, c'est les mesures protectrices qui ont été mises en place par les pouvoirs publics aujourd'hui et hier également. Ce bouclier tarifaire qui a été mis en place donc jusqu'à fin 2022, où on limite pour les clients particuliers l'augmentation des tarifs de l'énergie à 4%. Et comme le soulignait Virginie Monnier-Mang, qui nous permet aujourd'hui d'avoir quand même un impact moindre sur les ménages de la hausse des tarifs de l'énergie. Une CSPE donc, qui a été ramenée à son taux minimal. Les entreprises jusqu'à présent payaient une CSPE jusqu'à 1 euro du mégawattheure, et de façon automatique, la CSPE aujourd'hui est redescendue donc à 0,5 pour les entreprises. C'est 22,5. Voilà. Regardez sur vos factures. En principe, ça se fait automatiquement. Les fournisseurs ont rabaissé ce taux de CSPE à ce niveau minimal. Tout le monde l'a fait, mais on ne sait jamais. On a parfois le médiateur de l'énergie qui a pu alerter sur certains fournisseurs qui n'avaient pas ramené et baissé ce taux de CSPE. Donc, regardez sur votre facture, mais aujourd'hui, votre facture, il doit apparaître cette baisse de la CSPE qui n'est pas négligeable pour les entreprises. Un dernier point, ce qui concerne, qu'on pourrait mettre dans le côté bouclier tarifaire, c'est un plan de résilience. Donc, le plan de résilience, qu'est-ce que c'est ?
C'est un décret qui est sorti le 2 juillet donc de cette année, qui détaille les aides disponibles pour les entreprises qui sont grandes consommatrices de gaz et d'électricité. Excusez-moi, je lis un peu mes notes sur ce coup-là. C'est quoi une entreprise grande consommatrice selon ce décret? Je vous ai mis dans la conversation l'adresse. Voilà, où vous pourrez aller chercher les informations. Donc, l'entreprise grande consommatrice, c'est l'entreprise qui est potentiellement éligible si ses dépenses d'énergie représentent au moins 3% du chiffre d'affaires réalisé en 2021. Donc, si le coût de l'énergie a un impact véritable sur votre chiffre d'affaires. Les coûts donc éligibles susceptibles d'être pris en charge par cette aide sont calculés avec une règle que vous découvrirez si ça vous intéresse. Et cette aide, elle peut prendre en charge 30, 50 ou 70% des aides éligibles. Ce sont des aides plafonnées, bien évidemment, mais il y a donc le gouvernement qui a encore décidé d'aider les entreprises dans cette lutte contre l'augmentation des prix sur 2022, ce qui fait que ça ramène quand même, ça limite aujourd'hui l'augmentation des coûts de l'énergie sur l'année 2022. On n'a pas de vision sur 2023, de façon très franche. Et puis, au bout d'un moment, il ne faut pas rêver, l'impact aura lieu dans les entreprises. C'est pour ça qu'il faudra aussi qu'on parle économie d'énergie et peut-être autres moyens de production. Mais sachez que voilà, il y a quand même déjà des éléments qui ont été mis en place par le gouvernement depuis quelques mois. Et là, à nouveau, sur ces aides gouvernementales pour les entreprises. Un autre petit point aussi, et là, c'est l'effort conjoint entre EDF et l'État sur l'AREN. Alors, l'AREN, je ne sais pas, je pense que vous connaissez tous, mais rapidement, l'AREN, ça veut dire accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. En gros, depuis 2012, les fournisseurs alternatifs peuvent se sourcer auprès d'EDF nucléaire pour 100 TWh par an, en gros, à un prix qui est fixé à 42 € du mégawattheure. Ce prix, il a été fixé par le gouvernement et tout le monde peut se sourcer à 42 € du mégawattheure à hauteur de 100 TWh par an. EDF, bien évidemment, réplique ça et propose les mêmes conditions à ses clients. Et donc, ce sont des tarifs qui sont bien évidemment sacrément privilégiés. Et aujourd'hui, le gouvernement a demandé donc à EDF Production de mettre 20 TWh d'AREN supplémentaires à disposition des fournisseurs alternatifs pour l'année 2022. Et là, non plus à 42, mais à 46,2 € du mégawattheure. Ça reste des prix de cession qui sont très, très intéressants pour les fournisseurs et pour leurs clients. Et donc, aujourd'hui, ça va permettre aussi de réguler en partie ou de maîtriser en partie cette augmentation des tarifs de l'énergie. Voilà. L'écrêtement AREN, comment il fonctionne par client? En fait, ce qui se passe, c'est que quand un fournisseur d'énergie vous propose un contrat, il y a une partie de ce contrat qui est en AREN, donc en aide, en accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Et donc, tous les fournisseurs d'énergie demandent de l'AREN. Je vous fais un peu basiquement et puis peut-être Béatrice le fera un peu plus techniquement. Mais tous les fournisseurs d'énergie demandent de l'AREN pour leurs clients, d'accord, et c'est capé en règle générale à 100 TWh. Cette année, ce sera 120 TWh. Et donc, on va partir sur le truc classique à 100, c'est plus simple pour moi pour donner un exemple. Donc, tous les fournisseurs d'énergie demandent 100 TWh et à la fin de l'année, soit au 1er décembre, EDF fait le compte et dit tiens, cette année, on ne m'a pas demandé 100, on m'a demandé 150. Je dis n'importe quoi. On m'a demandé 150 et donc l'État écrète le montant de l'AREN à tous ses fournisseurs et lui dit toi, tu avais demandé 30, et tu n'auras que 20 pour respecter ce quota des 100 TWh. Et donc, et ensuite, les fournisseurs sur l'AREN qui n'ont pas pu sourcer doivent aller chercher sur le marché
le delta qui leur manque. Voilà comment ça se passe. Donc, jusqu'à la fin, jusqu'en gros, pendant 10 mois, les fournisseurs demandent. Et ensuite, il y a un couperet qui tombe ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, le couperet tombait assez peu au niveau de l'Arenh, parce que vous l'avez vu tout à l'heure sur le schéma de Béatrice, le coût de l'énergie étant assez bas, et on était plutôt autour de 50 € du mégawattheure. Donc, il n'y avait pas trop d'appel à l'Arenh et ça se régulait. Cette année, sur 2021, quand les prix de l'énergie, vous avez vu, ont commencé à décoller dans le courant de l'année 2021, là, il y a eu beaucoup de demandes d'Arenh. Et à partir du 1er décembre, quand le couperet Arenh, on va dire, de façon un peu basique, est tombé, c'est là que les fournisseurs ont dû aller se sourcer sur le marché pour le manque à gagner qu'ils avaient. Et c'est là que le coût de l'énergie a eu un vrai impact aussi sur les contrats. Est-ce que c'est assez clair? C'est toujours un peu compliqué de parler d'Arenh là-dessus, mais voilà. Et qu'implique pour EDF? Il y a une question, Christelle, qui dit qu'implique pour EDF ce supplément d'Arenh de 20 TWh sur le plan technique et financier? Alors, sur le plan financier, c'est qu'on continue à contribuer largement aux mesures protectrices mises en place par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il faut savoir que ce supplément Arenh, en règle générale, pour EDF, c'est toujours quelques milliards d'euros qui grèvent clairement les comptes de l'État. Et ensuite, sur ces 300 TWh qu'on va produire aujourd'hui, il faudra voir comment ça se régule et comment, sur ces 300, il faudra en donner 120 au niveau de l'Arenh. Voilà. Je vous propose qu'on avance et que peut-être Christelle et Béatrice, vous pouviez apporter réponse à l'écrit dans le chat aux réponses aux questions à laquelle vous pourrez apporter réponse par écrit. On y répondra quand on laissera la parole aux autres intervenants. Et puis, n'hésitez pas, après, vous aurez que nos coordonnées à échanger en direct. J'ai vu des choses sur du tarif jaune ou autre. Ça, on ne va pas y répondre sur le webinaire. Donc ça, c'est sur le tarif, sur les prix. Et ensuite, un petit point sur les volumes, donc sur le slide suivant. Aujourd'hui, alors donc je continue sur les prix. Aujourd'hui, quelques conseils sur les tarifs. Regardez bien vos contrats. Jusqu'à présent, le coût de l'énergie n'étant pas forcément quelque chose de central ou de si stratégique que ça, on voit bien que parfois les clients n'avaient pas une vraie vision de leur contrat, de leur prix, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire un point sur votre contrat, n'hésitez pas à anticiper votre contrat, on l'a vu. A priori, quand l'Arenh arrive en fin d'année, si vous renégociez un contrat en toute fin d'année, il faut savoir que c'est souvent là que les coûts de l'énergie sont le plus hauts. Donc, ce n'est pas forcément le moment pour vous, le meilleur moment pour négocier de nouveaux contrats. La durée, après, c'est à vous de voir parce que vous pouvez aussi vous dire, tiens, le prix de l'énergie va baisser, donc je reste sur des contrats courts. Ça, c'est votre choix et votre niveau de risque. D'autres peuvent être plus prudents et se dire, je contractualise sur 1, 2 ou 3 ans, enfin sur 3 ans, et ça va me permettre un peu de réguler, de moyenner mes coûts. L'optimisation des prix, aujourd'hui, on voit encore que la puissance souscrite, parfois, n'est pas forcément adaptée à vos besoins, elle est parfois sous-dimensionnée ou surdimensionnée, et ça vous apporte donc du surcoût en termes de consommation. Donc, il y a toujours ces petits points-là. C'est peut-être des petites choses, mais n'hésitez pas à faire le point, à contacter votre interlocuteur commercial, quel qu'il soit, pour vraiment faire le point sur votre contrat. Il y a peut-être des sources d'économie à faire. Je vais aller vite pour laisser la place au suivant. Et ensuite, sur les volumes, donc, comme je le disais, le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, quelques idées un peu fortes, mais à chaque fois qu'on va chez un client et qu'on fait le point sur son activité, sur son process, sur son fonctionnement, on trouve toujours des économies d'énergie. On trouve toujours des économies d'énergie qui sont parfois simples et rapides à mettre en place. Il y a des choses qui sont toutes simples, qui tournent autour de éco-gestes,
autour de la baisse de la température, de consignes de vos locaux. L'ADEME disait que 1 degré de baisse de température des locaux, c'est 7% de moins sur votre facture. Ça, c'est l'ADEME qui le dit. Vous pouvez aussi mettre en place des dispositifs de pilotage. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des économies d'énergie si on sait pas, si on n'a pas la vision de l'impact de nos différentes utilités, de nos bâtiments sur les consommations d'énergie. N'hésitez pas à mettre en place des solutions, des dispositifs de pilotage qui vont vous permettre d'être vraiment beaucoup plus réactifs sur le pilotage, pourquoi pas intelligent de votre bâtiment, où une salle de réunion n'a pas forcément besoin d'être chauffée autant que des bureaux à côté, alors qu'elle est utilisée 1 heure tous les 2 jours. Donc, il existe des solutions simples et pratiques à mettre en place et qui peuvent vraiment vous permettre de mieux consommer votre énergie. Donc, le pilotage et le suivi des consommations d'énergie, c'est le premier pas. Ensuite, la performance énergétique, notamment chez les industriels aujourd'hui, et chez d'autres aussi, hein, mais aujourd'hui, il existe des sujets qui peuvent être améliorés sur le plan de la performance énergétique. Vous avez parfois des groupes froids qui génèrent du chaud et c'est de la chaleur qui est perdue. On peut récupérer cette chaleur fatale, on peut l'optimiser et l'utiliser pour votre entreprise. Il existe des accompagnements via des certificats d'économie d'énergie, mais aussi le plan de relance. S'il y a bien un sujet en ce moment qui est potentiellement finançable, c'est la performance énergétique grâce au plan de relance, grâce à la volonté du gouvernement d'aider. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider là-dessus, à contacter votre conseiller et votre fournisseur d'énergie. Il y a des solutions qui existent dans ce domaine-là. Et le financement, c'est vraiment, vraiment important. Je vais un peu vite pour vraiment laisser la place aux autres intervenants. Et donc, la slide suivante, c'était sur un petit point aussi. Donc, on a parlé d'optimisation de son contrat, on a parlé de faire des économies d'énergie, mais vous pouvez aussi décider d'être un peu plus acteur de votre production d'énergie et de votre consommation d'énergie en devenant producteur d'énergie. Aujourd'hui, l'autoconsommation solaire, c'est vraiment possible et vous allez avoir des exemples. Vous maîtriserez votre facture d'énergie à raison de 20% de votre facture. Dans le contexte actuel, c'est intéressant. Vous sécuriserez votre prix, vous saurez un peu ce que ça représente. Vous pourrez valoriser votre image et vraiment faire part de votre engagement dans la transition énergétique. Je ne vais pas plus loin sur l'autoconso parce qu'on va en parler. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le moment de se poser sur ces solutions d'autoconsommation. Les producteurs d'énergie peuvent vous faire des propositions, nous comme d'autres, mais gardez ça en tête. Aujourd'hui, l'autoconsommation, c'est possible et ça vous permettra vraiment de maîtriser votre facture. Et je ne pourrais pas finir sans vous parler aussi de ce qui vous attend. On parle d'augmentation des coûts d'énergie. Demain, on va vous parler de plus en plus de décarbonation. Certains d'entre vous sont déjà peut-être soumis à un décret qui s'appelle le décret tertiaire, qui concerne toutes les entreprises qui ont au moins 1000 m² donc de surface tertiaire dans leur activité et qui doivent apporter la preuve qu'elles ont mis en place un plan d'action de diminution de leur impact CO2 pour les 10, 20 ou 30 années à venir, avec un plan d'action, avec des travaux qui permettent d'améliorer la performance énergétique. Donc, c'est le sujet aussi qui arrive, c'est qu'on va demander aux entreprises d'être plus respectueuses de l'environnement et plus neutres en CO2. Nous, EDF, bien évidemment, ça fait partie de notre ADN et de notre raison d'être d'accompagner à la décarbonation. Mais vraiment, demain, le triptyque qui sera intéressant pour vous, comme pour la planète, hein, c'est vraiment agir sur votre performance énergétique, à agir sur votre impact carbone et mettre en place des solutions de décarbonation qui sont aussi potentiellement des solutions qui vous permettront de gagner de l'argent ou en tous les cas d'en économiser. Je ne sais pas si vous allez en gagner, mais vous pourrez au moins en économiser. Donc, c'était ça les grands sujets qu'on voulait vous mettre à disposition ce matin. Voilà. Merci Christelle. Ce que je vous propose, Béatrice et Christelle, c'est de rester avec nous quelques minutes et de prendre le temps peut-être d'apporter réponse par écrit
aux nombreuses questions qui sont arrivées dans la conversation. On va avancer sur l'autoconsommation solaire avec Benoît Rouvière. Tu as fait une transition effectivement sur l'autoconso sur la fin de cette partie-là. Ne soyez pas frustrés, on va vraiment apporter réponse à toutes vos questions là par écrit et on prendra encore quelques minutes pour ceux qui peuvent dépasser le timing à la fin de ce webinaire. Donc merci à toutes les deux, Béatrice et Christelle. Monsieur Rouvière, je vous laisse la parole pour un focus sur l'autoconsommation solaire. Merci, bonjour à tous. Donc Benoît Rouvière, je suis le gérant du bureau d'études IDESUN. Alors, ce n'est pas ces slides-là, ce n'est pas les bons slides. Si, ce sont les bons slides, Monsieur Rouvière, on a juste enlevé, vous inquiétez pas, ce sont les bons slides. Ouais, d'accord, oui. je ne les avais pas vus. Donc, on est un bureau d'études indépendant, totalement indépendant, spécialisé dans le solaire photovoltaïque. Avec mon associé, on a fait plus d'une trentaine d'années dans le solaire photovoltaïque, donc c'est un sujet qu'on connaît bien et on intervient sur des missions classiques d'études de faisabilité et des missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets photovoltaïques depuis les phases de conception, de dimensionnement, de suivi de travaux et puis après de réception. On fait aussi quelques audits et un peu de formation. On intervient pour le secteur privé, mais également pour le secteur public. Donc, on intervient sur toute la chaîne de la valeur dans le photovoltaïque. On peut passer au slide suivant peut-être. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte sur le photovoltaïque. Pour dire que cette filière est une filière mature, c'est une filière qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années, donc les produits, les solutions sont parfaitement éprouvés. Pour le photovoltaïque, il n'y a pas de pièces à mouvement, donc ce sont des produits qui sont fiables, ça fonctionne quasiment tout le temps. Et les produits sont garantis, les modules du moins sont garantis 25 voire 30 ans aujourd'hui, donc on est vraiment sur des technologies éprouvées. Les solutions pour la mise en œuvre des solutions, que ce soit en toiture ou sur des ombrières, sont parfaitement éprouvées également. On a des solutions qui sont certifiées par le CSTB, qui est l'organisme de certification des produits, et les assureurs aujourd'hui assurent ces solutions sans problème. Les projets sont rentables en photovoltaïque, on a un coût qui est de plus en plus compétitif, donc on vient de voir tout à l'heure l'évolution permanente du coût de l'énergie. La courbe du photovoltaïque, le coût du kilowattheure en photovoltaïque depuis 20 ans a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il est parti d'à peu près 50 centimes pour arriver aujourd'hui à 4 centimes, donc on est à l'inverse et on est extrêmement compétitif. Ce qui fait qu'investir dans un générateur photovoltaïque, c'est un placement qui est très, très rentable et les rentabilités sur ces projets-là sont supérieures à tous les autres placements qu'on peut avoir de façon classique. Ce sont des projets qui sont bancables, les compagnies d'assurance les connaissent parfaitement bien, ils ont aussi des experts dédiés, donc en fait, ils n'ont aucun souci pour assurer vos projets et surtout vous les financer. Et puis, c'est une filière d'avenir. Les perspectives de croissance sont extrêmement importantes. Je crois que dans les années passées, plus de la moitié ou quasiment la moitié des investissements dans les unités de production d'électricité était le photovoltaïque, qui est le moyen de production aujourd'hui qui se développe le plus et le plus rapidement. Et enfin, ça permet aussi de lutter contre le changement climatique, puisque c'est une énergie parfaitement renouvelable, gratuite, et qui n'émet aucun CO2 lors de la production. Voilà. Et comme on vient de le dire, et comme on va le voir, c'est effectivement une réponse adaptée pour lutter et trouver des leviers par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie. Alors, les projets, vous avez la possibilité de faire différents types de projets. Effectivement, l'autoconsommation, avec ou sans revente du surplus, on y reviendra, mais vous pouvez aussi faire des projets en vente, alors en fonction de l'adéquation de votre consommation par rapport à votre production, ou si vous êtes sur un site sur lequel il n'y a pas de consommation, on peut aussi faire des projets en vente, et aujourd'hui, sur les grosses centrales, le modèle en vente est quand même encore très, très dominant. Qui investit ? Ça a été aussi évoqué, donc soit vous, propriétaire de bâtiment, vous pouvez investir vous-même dans une centrale photovoltaïque, qu'elle soit à vous, vous allez l'exploiter et vous allez soit générer des économies sur vos factures d'électricité, soit générer des revenus si vous vendez de l'électricité. Ou vous pouvez aussi faire appel à un tiers investisseur, qui va être des sociétés spécialisées, il y en a beaucoup aujourd'hui en France, qui vont vous proposer d'installer eux-mêmes un générateur sur votre toiture ou votre parking, vont vous louer
le toit ou le parking, ils vont eux-mêmes exploiter et ensuite, ils vont soit vous verser un loyer, si eux font un projet en vente, soit si vous êtes dans un business model en autoconsommation, eh bien, ils vont vous vendre une énergie à un tarif qui va être inférieur au tarif du prix de marché, avec des formules qui sont plus ou moins variables, avec des parties fixes, des parties variables. Donc, il y a tout un tas de solutions, mais il y a une offre assez importante de tiers investisseurs aujourd'hui. Où en mettre? Mais vous pouvez en mettre sur des ombrières, vous le voyez tous autour de vous, notamment sur les supermarchés. Aujourd'hui, même si le coût du massif béton, des charpentes est quand même plus élevé, ces projets-là bénéficient de deux avantages. Le premier, c'est qu'il y a moins de contraintes techniques sur une ombrière que sur un toit par rapport aux spécificités du toit. Et ensuite, on apporte aussi une couverture des voitures, donc un service aux usagers qui vont venir se garer, qui vont mettre leur voiture à l'abri l'hiver, de la pluie, l'été, de la chaleur, donc et qui donne une image très visible aussi en faveur de l'environnement. Vous pouvez aussi le faire sur des toitures, soit des toitures plates, soit des toitures inclinées, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des solutions pour tous ces types. Et ensuite, il faudra se poser la question de savoir comment exploiter cette centrale, surtout si vous, propriétaire qui investissez, il y a aussi des offres de services pour vous aider et à qui vous pourrez sous-traiter l'exploitation de vos centrales si vous investissez vous-même. Le slide suivant. Alors, ce slide est un peu... Alors, il y a beaucoup de graphiques qui ne sont peut-être pas très lisibles comme ça, mais vous aurez le mérite de pouvoir les reconsulter après. C'est pour expliquer en fait toutes les mesures d'accompagnement sur l'autoconsommation en fonction de la puissance des centrales. Donc, si vous avez une centrale de moins de 100 kW crête, donc environ 2000 m², vous avez à la fois une prime à l'investissement qui va être variable en fonction de la puissance et qui peut aller sur les toutes petites installations jusqu'à 30 centimes du kilowatt crête. Et ensuite, il y a un dispositif qui vous permet de vous faire racheter votre surplus. Donc, tout ce que vous n'avez pas consommé, on va vous le racheter à un tarif de 10 centimes jusqu'à 9 kg et jusqu'à 100 kg, un tarif de 6 centimes. Donc ça, c'est le dispositif pour les moins de 100 kg. Dans la tranche de 100 à 500 kg, donc des générateurs pour des toitures ou des parkings assez conséquents, il y a également un tarif de rachat qui est proposé et qui est le même en fait que si vous faites un générateur totalement en vente, qui se situe aujourd'hui à 10 centimes. Mais par contre, ce dispositif est limité en quantité d'énergie qui peut être revendue sur le réseau. En gros, 75% de la production peut être revendue à peu près à 10 centimes. L'excédent va être à 4 centimes. Par contre, si vous faites un générateur en autoconsommation, donc là, vous allez avoir peut-être 50% de l'énergie que vous allez consommer vous-même. Donc, tout le reste, donc les 50% qui seraient revendus au réseau à 10 centimes. Et le fait de pouvoir valoriser 100% des électrons photovoltaïques qui vont être produits, c'est ce qui permet d'avoir une rentabilité la plus importante possible. Ensuite, si vous êtes sur des très grandes surfaces de toiture ou d'ombrière, le dispositif est complètement différent. C'est vous participez aux appels d'offres. Donc, en fait, vous proposez un projet qui va être mis en concurrence avec tous les autres projets. Ce sont des appels d'offres qui sont gérés par la CRE. Et ceux qui vont demander le complément de rémunération pour l'énergie, l'excédent, le plus faible, vont gagner les projets. Bon, ce sont des projets quand même qui sont relativement complexes et qui sont vraiment destinés à des très très grandes surfaces. Et ensuite, pour les petits générateurs, donc jusqu'à 100 kg, il y a aussi une prime à l'intégration, c'est-à-dire que si votre système s'intègre parfaitement dans votre toiture, suivant des critères qui sont définis, vous pouvez aussi avoir une bonification qui va aussi à l'investissement. Donc, vous avez une aide à l'investissement qui peut aller jusqu'à 3 000 €, par exemple, pour un générateur de 5 kg. Alors, voilà. Alors, un point qui est important, vous avez compris qu'en fait, vous allez produire de l'énergie. Cette énergie, soit vous allez la consommer vous-même, soit l'excédent va être vendu. Et quand il va être vendu à des tarifs qui sont différents en fonction de la puissance et en fonction notamment de la puissance.
Alors, sur ces différentes courbes-là, on a matérialisé différents cas de figure avec une production, une consommation du site qui est en rouge sur les graphiques et la production photovoltaïque qui est en jaune plus en bleu. Sur les deux premiers graphiques, on voit que 100% de la production photovoltaïque est consommée sur le site. Donc, le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire la part du photovoltaïque qui est consommée par rapport à celle qui est réinjectée sur le réseau, est de 100%, puisque 100% de l'énergie est autoconsommée. Sur les deux autres graphiques, et notamment le dernier, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, celle qui est en bleu sur le graphique, qui va être réinjectée au réseau et donc revendue sur le réseau. Et l'autoconsommation, c'est-à-dire la part du photovoltaïque qui va être consommée sur le site, n'est que de 45%. Et donc ça, au-delà des flux énergétiques, va avoir un impact financier sur la rentabilité, puisque les tarifs de valorisation du jaune et du bleu ne sont pas les mêmes, puisque le jaune, ça va être des réductions de vos coûts variables d'électricité, de coûts d'achat d'électricité. On va voir après qu'aujourd'hui, ils sont à un certain niveau et ils vont aussi augmenter, comme on l'a vu précédemment. Alors que le bleu, ça va être un tarif fixe qui va être à 6 centimes si on est inférieur à 100 kg, qui va être à 10 centimes si on est supérieur à 100 kg, donc en fait, et qui va être fixe sur les 30 ans ou 25 ans du projet. Voilà, et puis après, le taux d'autoproduction, donc c'est ce que représente le photovoltaïque sur votre consommation globale. Si on regarde le deuxième cas, par exemple, on voit que le photovoltaïque représente une part assez mineure de la consommation du site. Donc, ça représente à peu près 22%. Sur le premier, on voit que le photovoltaïque va représenter une part significative, donc on peut monter jusqu'à 40% d'énergie. Alors ça, c'est une courbe particulière avec un site sur lequel la consommation se fait essentiellement en journée, mais ce sont des sites qu'on rencontre. Voilà. Un autre point aussi, c'est l'adéquation des puissances, puisque vous avez une puissance de raccordement qui est liée à votre quota d'achat d'énergie, donc c'est votre puissance de souscription. Et ensuite, vous avez un contrat d'achat pour le raccordement pour la vente. Et si les deux ne sont pas les mêmes, et si en mettant du photovoltaïque, vous êtes obligé d'augmenter votre souscription, dans ce cas-là, vous pouvez impacter la rentabilité de votre projet, puisque vous allez avoir un abonnement qui va vous coûter plus cher. Mais c'est relativement à la marge. Et donc, sur le slide suivant, on va parler d'un des critères certainement le plus important sur les études de rentabilité des projets photovoltaïques. Ce qui va vous intéresser, c'est de savoir effectivement combien je vais économiser d'argent ou quelle va être la rentabilité de mon investissement que je vais faire. Le paramètre le plus important va être l'estimation de l'évolution du kilowattheure dans les 20, 25 ou 30 années à venir. Et là, je dois dire qu'on voit beaucoup de disparités. En tant que bureau d'études, on essaie d'être le plus juste possible. Certaines entreprises vont venir vous proposer des investissements en vous disant qu'on va avoir une augmentation faramineuse de l'électricité. Et ce qui est représenté sur le graphique en bas à gauche montre que tout ça est un peu exponentiel. C'est-à-dire que si on met 5% par an d'augmentation, eh bien, au bout de la première année, les 5% s'appliquent sur le prix initial plus les 5%, etc., etc. Donc, en fait, ça fait un effet un peu logarithmique, on va dire, et exponentiel. Donc, en fait, il faut faire très attention aux paramètres qui sont pris dans les simulations, parce que si on regarde dans ce cas, 5% par an, au bout de 25 ans, on arrive à plus de 30 centimes du kilowattheure, alors qu'on a commencé avec un kilowattheure qui était sur la part variable du kilowattheure à 10 centimes. Et c'est ce qui va faire la bascule et c'est ce qui va vous faire apparaître des TRI qui pourraient être assez élevés ou exagérés. Alors, si on regarde sur le cas concret qu'on présente ici, c'est un générateur qu'on a fait, les TRI qui sont calculés, c'est un générateur qu'on a fait pour les pompiers à Vaillocès, une installation de 225 kW crête. Leur coût d'achat de l'électricité était de 9,5 centimes du kilowattheure. Alors, il faut noter que sur ce site-là, les pompiers récupèrent la TVA sur l'électricité, ce qui est le cas le moins favorable, parce que quand on ne récupère pas la TVA, eh bien, en produisant et en autoconsommant une partie de ces kilowattheures, on économise aussi la TVA qu'on ne paye pas. Quand on la récupère, eh bien, la TVA s'efface en fait dans les deux cas. Et ensuite, le tarif de vente, c'était à 9,8 centimes sur les 1100 heures. Donc, ce que j'expliquais avant, c'est sur la part
une certaine partie de l'énergie qui va être valorisée à ce tarif-là. Mais comme on est en autoconsommation, en fait, c'est sur 9,8 centimes pour tout. Et on obtient les TRI qui sont sur le tableau, qui sont mentionnés en bas. Donc, si on voit en autoconsommation à 3% par an, on est à 7,5%. Si on fait le même générateur, les mêmes coûts d'investissement de CAPEX, les mêmes coûts d'OPEX, mais qu'on prend une augmentation du coût de l'électricité de 5% par an, on va être à 10% de TRI. Et puis, si on fait quelque chose que nous, on aime bien faire, parce qu'on pense que c'est ce qui est à peu près le plus juste, c'est-à-dire une augmentation assez forte de 5% les premières années, puis une réduction de l'augmentation à 3% sur les années restantes, on obtient un TRI qui est à peu près de 8,5%. Donc, ce sont des TRI projets hors investissement, en considérant la totalité de la somme investie, à 8,5%. Donc, ce sont des TRI qui sont très intéressants. Et dans tous les cas, qui sont supérieurs à des TRI en vente sur ce cas-là. Et ça s'explique par le fait que même si à T0, en fait, le coût de l'électricité est à peu près égal, le coût de l'électricité qu'on économise est à peu près égal au coût de l'énergie qu'on pourrait vendre, et bien comme le coût de l'électricité dans les années à venir va augmenter, c'est ce qui permet d'avoir une rentabilité bien plus importante sur les projets en autoconsommation. Le slide suivant. Alors, un petit focus sur les bons projets. Donc, nous, en tant que bureau d'études, quand on intervient sur un site ou qu'on prend contact avec un client, on va assez rapidement savoir s'il va être très favorable pour réaliser un projet ou moins favorable. Le premier point, si vous envisagez d'installer vos générateurs sur les toitures, c'est est-ce que votre toiture est prête pour le photovoltaïque, ou est-ce qu'elle est PV-ready, comme on dit. Donc, si après des investigations, on s'aperçoit qu'il faut faire des renforts de charpente, ou alors que la toiture doit être rénovée et qu'elle n'est pas adaptée, forcément, ça va vous engendrer des coûts additionnels qui vont, si vous les rentrez dans l'investissement, vont vous plomber un peu la rentabilité. Par contre, si on est sur une toiture neuve qui a été dimensionnée pour, ou alors si on est sur un toit qui vient d'être rénové et que la rénovation a pris en compte le fait qu'elle soit compatible pour le photovoltaïque, là, vous êtes dans des cas hyper favorables et je peux vous garantir que votre investissement sera extrêmement rentable. Ensuite, il faut regarder s'il n'y a pas des ombrages, bien évidemment, soit des ombrages proches, c'est-à-dire sur le toit, s'il n'y a pas trop de cages d'ascenseur ou de cheminées qui vont créer des ombrages proches. Mais ça, on sait aussi implanter des solutions pour éviter ces ombrages-là. Et puis après, s'il n'y a pas à proximité du site ou de façon lointaine des montagnes ou des arbres ou d'autres bâtiments qui vont porter atteinte et qui vont vous faire de l'ombre et ce qui réduira d'autant votre production. Concernant les ombrières, le principal sujet, ça va être la nature du sol et à quelle profondeur on va rentrer, on va accéder au sol stable pour pouvoir poser les fondations. Si vous avez des études de sol sur vos parkings, on peut très facilement regarder tout ça et vous valider si vous êtes sur un cas extrêmement favorable. Après, l'impact, ça va être qu'on va faire un massif béton plus important qui va coûter un peu plus cher, mais même dans ce cas-là, les projets généralement en parking sont rentables. Et ensuite, comme ça a été dit précédemment, on va regarder votre consommation par rapport à la courbe de production. Est-ce que vous produisez toute l'année? Est-ce qu'il y a des périodes pendant 2, 3, 4 semaines, l'usine est arrêtée ou le site est arrêté pendant les congés d'été, par exemple? Est-ce qu'on produit le samedi? Est-ce qu'on consomme le samedi? Est-ce qu'on consomme le dimanche? Donc, en fait, on va faire une étude d'autoconsommation sur laquelle on va prendre vos consommations, on va mettre en place le profil de production du photovoltaïque et grâce à ça, on va calculer une rentabilité fine de votre projet. Voilà. Et effectivement, plus vous payez cher l'électricité, plus le projet sera rentable. Alors, en conclusion, on pourrait dire que le générateur photovoltaïque, qu'il soit en ombrière ou en toiture, est un investissement qui peut déjà être nécessaire, parce que comme ça l'a été dit précédemment, il y a à la fois le décret tertiaire qui va vous obliger à réduire, certains d'entre vous, à réduire vos consommations d'énergie, et le fait de faire un générateur en autoconsommation vient effacer une partie de ces consommations et donc vous permet d'atteindre vos obligations du décret tertiaire. Et puis après, il y a aussi la loi climat résilience qui fait que sur tous les bâtiments neufs de plus de 500 ou 1000 m² suivant les cas, il y a obligation d'avoir une couverture photovoltaïque. Et donc ça, c'est les obligations légales. C'est un projet qui va être rentable
surtout si votre terrain ou votre toiture s'y prête, comme je l'ai évoqué précédemment. Fiable, puisque le projet, les solutions sont matures. Et en plus, si vous avez été accompagné et que le projet a été bien construit, bien étudié, bien construit, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est un investissement qui va être sur du long terme, puisque les modules, comme je disais, sont garantis 30 ans. Donc, en autoconsommation, vous allez effacer sur vos factures d'électricité pendant au moins 35 ans, peut-être même plus, des kilowattheures qui seront produits par votre générateur photovoltaïque. Et puis, bien évidemment, vous devenez un acteur de la transition écologique. Vous pouvez le faire savoir à vos clients par différents biais, et c'est toujours bon pour l'image de marque de vos sociétés. Voilà, donc en résumé, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour étudier déjà dans un premier temps la faisabilité de votre projet, et puis en fonction de ça, on pourra éventuellement, nous on est à votre service en tous les cas, si vous le souhaitez, vous accompagner et vous dire si c'est très opportun, et puis si vous décidez de lancer le projet, de vous accompagner jusqu'à la fin et le succès de vos projets. Voilà, je vous remercie, et puis je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Oui, bon, merci Monsieur Rouvière. Je vous propose qu'on fasse l'illustration avec le témoignage de Xavier d'Anjou et qu'on recense les questions sur justement tout ce qui est autoconsommation photovoltaïque. Donc, Monsieur d'Anjou, on a encore 120 personnes de connectées avec nous. Je vous laisse la parole parce que vous vous êtes lancé dans un projet qui est d'actualité. Je vous laisse le présenter à nos participants et on reprend les questions après. Parfait. Bonjour, Xavier d'Anjou. Donc, je dirige une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire à Perpignan, à Cabestany très précisément. Nous sommes fabricants de biscuits et de chocolat, donc sur un site qui emploie à peu près 100 personnes avec une saisonnalité pour les périodes de Noël et de Pâques. 3 domaines d'activité, la biscuiterie, avec un produit emblématique, j'en profite pour faire un petit coup de pub, la Rousquille. C'est un biscuit emblématique du sud de la France, un très bon produit que vous pouvez retrouver chez tous nos partenaires. Voilà, donc on est fabricant de biscuits. Il se trouve qu'on a lancé dans le cadre du plan de relance un projet de nouvelle usine qu'on avait mis dans les cartons quand il y a eu la crise du Covid qui nous a affectés de façon sévère. Et à travers le plan de relance, on a pu bénéficier d'un accompagnement et on a décidé de finalement lancer notre projet de nouvelle usine. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en phase de réalisation des toitures et l'installation de notre projet photovoltaïque interviendra à la fin du mois d'août. Alors, concernant le projet photovoltaïque, plusieurs éléments nous ont poussé à partir sur ce projet. Le premier élément, c'est bien évidemment la volonté de maîtriser le coût de l'énergie. Et entre la phase de l'étude, la première phase d'étude et la phase finale, on a eu plusieurs évolutions de tarifs. Et aujourd'hui, bon, vous l'avez ici résumé, on a plusieurs compteurs d'électricité de différents tarifs selon les emplacements des compteurs et les types d'utilisation pour notre magasin, pour l'unité de production, etc. Avec des variations sur les abonnements, variations sur les heures creuses, les heures pleines. En fait, il faut retenir, grosso modo, sur le contrat nouveau qu'on a signé au mois de décembre l'année dernière, on va avoir une augmentation entre 20 et 25% de notre poste énergie électricité. Donc ça, c'est dans le cadre de notre nouveau contrat. Sur l'électricité, 20 à 25%. Sur le gaz, c'est un peu plus de 40%. Donc aujourd'hui, le poste énergie va impacter très lourdement notre activité, notre compte de résultat. Donc ça, c'était le premier élément, la volonté de maîtriser. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre d'un projet de nouvelle usine, Monsieur Rouvière l'a évoqué, quand vous faites une superficie de plus de 1000 m², et nous on est à peu près à 3000 m² de projet, vous avez une obligation de réaliser une installation photovoltaïque. Alors cette obligation, pour nous, je ne l'ai pas vécue comme une contrainte, c'était une suite logique de notre démarche RSE qui se matérialise par pas mal d'actions en faveur de l'environnement, de la décarbonation. On a fait un diag écoflux avec l'aide de la BPI qui nous a permis d'analyser nos consommations, de définir des stratégies de réduction de nos dépenses énergétiques et également de calibrer notre investissement industriel pour optimiser notre consommation à venir. Et donc, la démarche photovoltaïque, elle était claire, elle était bienvenue. Par contre, je me suis heurté très vite à une problématique, c'est la problématique de l'assurance. On l'a évoqué rapidement, M. Rouvière l'a évoqué.
il faut savoir que les assureurs, ils sont relativement frileux par rapport au projet photovoltaïque. Donc, la première réponse que j'ai eue, c'est si vous faites du photovoltaïque, on ne vous assure pas. Je dis, c'est quand même paradoxal puisque la loi française me demande de réaliser une installation photovoltaïque. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution, sinon on aura un problème. Donc, pour trouver cette solution, et étant donné que l'architecte que j'avais choisi n'était pas forcément un spécialiste du photovoltaïque, j'ai fait appel, parce que je suis dans une démarche locale, de travail avec des acteurs locaux. J'ai contacté donc une société locale qui nous a aidés à définir, alors je vais la citer, c'est Texol. Donc Monsieur Joffre et son équipe, Madame Bétarel qui doit nous écouter là, qui nous a accompagnés sur l'étude pour bien paramétrer notre projet. Alors au départ, j'ai hésité sur des solutions de sous-traitance complète de mon toit, puis j'ai rapidement opté sur la décision de faire de l'autoconsommation pour des raisons budgétaires, pour des raisons philosophique, c'est-à-dire que je voulais que ce soit au bénéfice de ma société et non pas au bénéfice d'une société tiers avec un contrat de bail à construction, etc. Donc, je voulais vraiment que notre entreprise puisse inscrire cette démarche de décarbonation dans sa démarche RSE. Donc, Texol nous a aidés d'abord à étudier par rapport à l'implantation. Donc, vous avez un visuel de notre site actuel avec un parking que vous voyez en gris sur lequel est en train de construire la nouvelle usine. Et donc, Texol nous a fait différents scénarios avec des solutions de type ombrière, puis selon différentes techniques d'orientation des panneaux photovoltaïques. Et on a fait un choix qui permettait d'optimiser à la fois l'investissement et le TRI de ce projet. Ce dossier technique, il m'a permis de m'assurer que mon projet était économiquement viable. Il m'a permis de me réasseoir avec l'assureur pour dire, écoutez, j'ai un prestataire qui a pignon sur rue, qui est un spécialiste du photovoltaïque et qui sait définir les caractéristiques techniques d'une exploitation photovoltaïque qui va être pérenne dans le temps et fiable dans le temps, en évitant tout risque, donc qui sera conforme à toutes les réglementations en vigueur, qui sera optimisé, contrôlé et entretenu régulièrement dans le cadre d'un contrat de maintenance que j'ai également signé en même temps que l'investissement. Voilà, donc ça m'a permis de valider cette option technique qui au départ était une option totalement repoussée par l'assureur, qui a finalement accepté que l'on fasse ce photovoltaïque. Et enfin, c'est pas négligeable pour des entreprises, des partenaires financiers, c'était un dossier technique qui m'a permis de démontrer que le projet finalement s'autofinance et que la tendance c'est que l'autofinancement va s'accélérer dans la mesure où on parlait de ces évolutions de TRI avec les simulations d'augmentation à venir du coût de l'énergie. Le rendement est amélioré au fur et à mesure des augmentations de coûts de l'énergie. Donc, dans notre cas de figure, on est sur un projet qui va nous permettre de faire 226 kW crête. Alors, je n'ai pas le donné, si vous ne l'affichez pas, je ne vais pas le retrouver, mais bon, je pense qu'on est sur 226 kW crête ou 225, voilà, donc une toiture orientée est-ouest. Donc, nous, on est dans un cas de figure optimum, d'après ce que j'ai pu entendre de la part de M. Rouvière, un toit tout neuf qui a été adapté d'entrée de jeu avec une charpente qui accepte de recevoir les panneaux photovoltaïques de dernière génération avec une résistance en termes de poids, des conditions d'étanchéité, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse installer notre système. Donc 224 kW crête, et avec une particularité, c'est que dans le cadre de l'étude, j'ai transmis donc l'ensemble de mes courbes de consommation tout au long de l'année, et on a pu étudier quel était le modèle de consommation de mon entreprise. Bon, il se trouve qu'on travaille de 6 h du matin à 10 h du soir en double équipe et même le samedi. Il se trouve qu'on a des frigos, des machines qui produisent de l'énergie de type air comprimé, des fours électriques, des systèmes de conditionnement, de convoyage, tout un tas d'éléments qui nous amènent à avoir des pics de consommation dans les moments clés
de production. Donc, une adéquation, si vous voulez, entre la consommation et la production. Donc, on a pu déterminer, donc c'est pas moi, parce que c'est pas moi le scientifique dans l'affaire, qu'on allait atteindre une autoconsommation de 97% de l'énergie qui allait être produite par l'installation photovoltaïque précédemment définie. Et ça, cette production, en termes de kilowatts créés, ça couvre à peu près 20 à 25% des besoins de mon entreprise. Alors là, j'espère que j'aurai le double effet qui se coule, c'est-à-dire que si les prix continuent à augmenter, mon économie sera d'autant plus grande. Le problème restera entier en termes de dépenses, donc il faudra trouver encore d'autres solutions. Mais par ailleurs, comme je vais pouvoir, avec la nouvelle usine, optimiser mes consommations, j'espère que on arrivera à couvrir d'autant plus de besoins, c'est-à-dire réduire mes besoins, couvrir davantage de besoins par un système d'autoproduction optimisé. Donc là, vous avez quelques données sur les énergies produites et le TRI. Voilà, donc on est dans nos cas de figure sur un investissement qui va se rentabiliser entre 6 et 10 ans. Dans la mesure où il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. D'abord, il y a les frais d'études de l'installation. Moi, j'ai demandé j'ai signé un partenariat avec Texol pour avoir une étude préalable et une maîtrise d'ouvrage pour garantir à la fois que les travaux se feront vraiment selon le cahier des charges, avec un PV de réception et ensuite un contrat de maintenance pour pouvoir piloter la performance de mon système et pouvoir intervenir dessus de façon à éviter qu'on ait des baisses d'efficacité trop importantes, même si aujourd'hui, je crois que les nouvelles installations offrent des garanties sur une longue période. Donc ce contrat va nous permettre donc de piloter notre installation et d'afficher vis-à-vis aussi de l'ensemble de notre environnement, hein, nos salariés, nos clients, les clients qui vont venir visiter notre entreprise puisqu'elle sera dotée d'un circuit de visite, ils vont pouvoir valoriser également d'un point de vue communication, marketing, le fait que nos productions seront faites avec une énergie propre que nous produirons nous-mêmes sur nos toits. Voilà, donc c'est un projet qui a pris un certain temps. Hein. On a eu entre le moment où on a commencé l'étude et le moment où on a pris la décision, c'est-à-dire où on a conduit notre appel d'offres. On a fait intervenir 3 sociétés qui ont postulé pour répondre à notre cahier des charges. Et là, c'était bien pratique puisque Texol nous a bâti un cahier des charges qui a permis vraiment de définir la nature des panneaux photovoltaïques que nous souhaitions, le positionnement des onduleurs, etc., pour être en parfaite conformité avec l'ensemble des exigences qui nous avaient été transmises, notamment par l'assureur. À titre d'exemple, l'assureur a maintenu une position ferme sur le fait qu'il ne voulait pas d'onduleurs sur le toit. Il voulait des installations paramétrées avec un onduleur dans un système ventilé accessible en cas de problème sur le parking. Voilà, donc tout ça, ça a été défini en un peu moins de 12 mois. Et normalement, à la fin du mois d'août, j'aurai le plaisir de voir un partenaire également local, qui est la Sotranasa, qui va nous installer notre système photovoltaïque. Et nous devrions pouvoir commencer à produire notre énergie. Alors, on a un peu de chance, on est à Perpignan, donc on est dans une zone extrêmement ensoleillée. Donc, on commencera à produire à partir du mois d'octobre prochain. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, vous dire que, de par la nature technique du projet, de par les implications légales et relationnelles avec les assureurs, je pense qu'il est fortement conseillé de s'associer à un cabinet expert pour bâtir sa stratégie, garantir la pertinence de ses choix et afficher une solution technique performante et durable dans le temps. Voilà, c'est le choix que j'ai fait en sélectionnant Texol pour des raisons de proximité, puisque je suis à 20 km de cette société et que
Pour la petite histoire, notre investissement de nouvelle usine, 4 millions d'euros d'investissement, il va être fait à 95% sur une zone d'intervenants qui sont situés à moins de 100 km, à moins de 100 km de notre usine. Donc, je vends des produits locaux, je fais travailler des sociétés locales. Ça, c'est une philosophie personnelle. Merci, Monsieur Danjou, pour votre partage de témoignages. Vous avez des félicitations de quelques participants sur ce beau projet local. Alors, peut-être quelques questions à M. Rouvière et vous sur l'autoconso. Donc, déjà, il y avait une question sur l'augmentation constatée du matériel aujourd'hui. Est-ce que, M. Rouvière, vous pouvez apporter un commentaire là-dessus sur les panneaux, les onduleurs, le câblage? Alors, effectivement, vous le savez tous, il y a une augmentation sur les prix, notamment de l'acier. Donc, sur tout ce qui est structure et qui plus est sur des ombrières où il y a beaucoup d'acier, il y a une augmentation qui est quand même sensible. On peut parler d'une augmentation qui va se situer pour l'acier aux alentours des 20-30%. Pour les modules, c'est relativement limité. On est plutôt sur une augmentation de l'ordre de 5%. Si ça en reste là, avec une prévision que ça se stabilise. Sur un projet global, on va constater, parce qu'après il y a tout ce qui est coût de main-d'œuvre, de mise en œuvre, d'électricité, les onduleurs n'ont pas trop souffert des augmentations, donc on pourrait dire aux alentours de 10, entre 5 et 15% en fonction des configurations. Donc ça impacte un peu la rentabilité des projets, mais malgré tout, les projets restent rentables. Après, là où il faut être vigilant dans tous les cas et bien anticiper, c'est que ces crises-là impactent sur les coûts, mais impactent aussi sur les délais d'approvisionnement de certaines pièces. Donc, il faut être vigilant sur la gestion du timing des projets pour rester bien dans les clous. Alors, il y a une autre question sur l'autoconsommation collective. Est-ce qu'il y aurait des mesures sur la rentabilité des projets d'autoconsommation collective? Est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui pour réduire l'impact économique des taxes dues à l'usage du réseau électrique pour ces projets? Mais malheureusement, alors effectivement, on n'en a pas parlé aujourd'hui puisque c'était peut-être pas trop le scope, mais l'autoconsommation se décline dans deux volets. Donc, un premier où on va produire sur le même site et consommer sur le même site. Et il y a aussi la possibilité de faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire plusieurs participants montent un projet d'autoconsommation collective ensemble. Certains peuvent être simplement consommateurs, d'autres peuvent être producteurs, d'autres peuvent être consommateurs et producteurs. Et ce qui est produit et qui est réinjecté sur le réseau va être déduit directement des factures d'électricité des participants consommateurs au projet d'autoconsommation collective. Donc, on pourrait penser qu'on a à peu près la même rentabilité que sur des projets d'autoconsommation individuelle, et ce n'est pas le cas parce que, en fait, dès lors qu'on remet de l'énergie sur le réseau, toutes les taxes d'acheminement qu'on a vues tout à l'heure vont s'appliquer, et donc, en fait, on va devoir les payer. Et ça grève pas mal la rentabilité des projets d'autoconsommation collective. Et en plus, ces projets-là ont une dimension particulière puisqu'il faut créer une structure juridique qui va porter le projet, qui va signer avec Enedis et avec l'acheteur les contrats. Donc, tout ça rajoute de la complexité. Il y a parfois des frais d'avocat ou des frais de notaire là-dedans. Donc, les projets d'autoconsommation collective, on en fait certains et ça se passe bien, mais les rentabilités sont quand même moindres que sur des projets d'autoconsommation individuelle. Et puis, je crois qu'il y avait encore une question sur le stockage aussi. Oui, je vous laisse y apporter réponse, M. Rouvière, si vous l'avez vu effectivement sur la capacité de stockage. Alors j'ai été un peu surpris. Les premières intervenantes d'EDF ont dit que l'électricité ne se stocke pas. Il faut nuancer ces propos. L'électricité se stocke en petite puissance et en très grosse puissance. On a l'habitude, on intervient aussi sur des gros projets à l'international, notamment en Afrique, et on est sur des gros projets extrêmement importants de stockage, où on va mettre des unités de stockage qui vont être exploitées par les gestionnaires de réseau. Donc ça se fait, et ça se fait aussi sur vos sites à vous. La complexité aujourd'hui, c'est que le coût du stockage est quand même encore assez cher, mais on voit la même décroissance du coût du stockage qu'il y a eu sur le coût du photovoltaïque, avec des baisses qui sont très significatives d'année en année. Et quand on regarde même aujourd'hui les données qui avaient été sur la décroissance des coûts
qui avait été fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est 2 fois en dessous des prévisions de réduction du coût du stockage. Donc, le coût du stockage baisse de jour en jour. Et il viendra un moment où, personnellement, je suis convaincu, et je l'espère vivement, et qu'il arrive le plus tôt possible, où l'énergie photovoltaïque, une énergie intermittente couplée à des unités de stockage, pourrait avoir, quand on parle des mix énergétiques, comme on a vu tout à l'heure, des coûts qui sont très significatifs aujourd'hui, pourrait avoir une place prépondérante dans le mix énergétique. Sur vos installations aujourd'hui, ça s'étudie. Il faut plutôt le voir sur des petites installations comme un moyen de sécuriser l'installation. On a un avis quand même assez réservé parce que quand on fait tourner les business plans sur des installations avec du stockage pour stocker une partie de la journée, la réinjecter le soir, sur des petites installations, ce n'est pas très avantageux financièrement. Donc, vigilance quand même quand on vous propose des unités de stockage sur vos installations photovoltaïques, à bien regarder comment sont constitués les business plans et les hypothèses qui sont prises. Voilà. Merci, Monsieur Rouvière. Je ne vois pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Il reste quelques questions sur les prix en début de session de webinaire auxquelles nous n'avons pas répondu. On va y apporter réponse par écrit aux participants, pas d'inquiétude. Il est presque 13 heures. Je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous les intervenants pour leurs explications. Et je vais demander à Isabelle Guichard de conclure sur ce webinaire aujourd'hui qui a sollicité et donc mobilisé presque 180 personnes en participation et de nombreuses questions. Et donc un timing un peu allongé. Je vais faire très court, simplement, donc on a bien vu les différentes interventions, à la fois comment se déterminait le prix de l'énergie et déjà des réponses avec des solutions à court terme pour mieux gérer l'impact que peut avoir ce prix sur la rentabilité, que ce soit des entreprises, mais aussi des budgets des collectivités territoriales ou du simple citoyen. Un certain nombre de mesures, on l'a vu aussi, ont déjà été prises par les pouvoirs publics pour limiter cette hausse donc, des prix. À la fois, là aussi, pour les citoyens, avec notamment, je pense, pour les foyers précaires à des chèques énergie, mais également tout ce qui tourne autour de la rénovation énergétique des habitations, un plan de résilience pour les industriels. Néanmoins, on est quand même, les experts de l'énergie sont quand même inquiets sur la période hivernale qui vient, étant donné qu'on n'a aucune maîtrise, on l'a vu, sur cette augmentation des prix, dans un contexte quand même géopolitique assez inédit, puisque, comme on l'a dit, on n'a pas vu ça depuis le choc pétrolier des années 73. Donc, afin de passer ce cap, il y a quand même un certain nombre de petites actions à court ou moyen terme que l'on peut mettre en place. Donc, je retiendrai tout ce qui tourne autour de la maîtrise de la consommation. Ce sont les fameux éco-gestes, mais également tout ce qui tourne autour de l'efficacité énergétique, que ce soit les bâtiments, que ce soit les équipements, la mobilité, les transports, c'est également important. On a vu des solutions également à court terme, comme le développement de l'autoconsommation, à la fois individuelle, voire collective, même si effectivement c'est peut-être un peu moins rentable que l'individuel. Mais aussi, c'est l'opportunité au niveau des industriels d'étudier et de mettre en œuvre de nouveaux process industriels s'appuyant sur des énergies alternatives comme les ENR, que ce soit le solaire, l'hydrogène, la méthanisation ou la géothermie. Enfin, il y a un point qu'on oublie souvent, c'est aussi développer tout ce qui tourne autour de la formation pour permettre une meilleure adéquation entre les métiers de demain et les formations initiales ou continues que l'on devra développer, parce qu'en fait, on voit désormais, au jour d'aujourd'hui, qu'il y a une certaine tension sur ces métiers et que c'est un frein au développement de ces énergies renouvelables. Donc, l'aspect formation est également important. Enfin, donc, pour conclure sur une note positive, je dirais que si cette crise russo-ukrainienne a exacerbé la tension sur les marchés de l'énergie, c'est aussi une formidable opportunité pour développer donc tout ce qui est énergie renouvelable, innover. Et je dirais qu'on a un certain nombre d'outils qui vont nous aider, que ce soit les politiques européennes à travers notamment la fameuse feuille de route du REPowerEU,
que ce soit au niveau de nos politiques nationales avec tout ce qui est accompagnement de la transition énergétique dans le cadre de France 2030, voire après dans nos différentes régions, comme par exemple nous, notre région Occitanie et son RIPOS, hein, puisque c'est la région Occitanie qui souhaite être la première région européenne à énergie positive d'ici à 2050. Et toutes ces actions seront accompagnées d'outils financiers extrêmement importants, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière de recherche et innovation ou d'aide. Donc, pour conclure brièvement, c'est le message que à la fois le pôle d'Herbie et la Cleantech Valley voulaient vous transmettre, c'est trouver des solutions innovantes, vous accompagner sur ces énergies alternatives dans le cadre d'un mix énergétique. Et nous serons très heureux de pouvoir vous aider. Merci Isabelle pour cette conclusion sur une note positive. Donc effectivement, vous avez aussi cité la géothermie, les réseaux de chaleur. On sait qu'il y a eu beaucoup de sujets là qui ont émergé dans ce webinaire. Ce sera l'occasion de donner d'autres rendez-vous que la Cleantech Valley et le pôle de compétitivité d'Herbie organisent ensemble. Donc on sait qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui peuvent nourrir plein de questions. Donc on vous donne rendez-vous à une prochaine session webinaire ou conférence. N'hésitez pas à suivre notre actualité respective. Et donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée cet automne pour de nouveaux rendez-vous sur ces sujets assez passionnants. Merci encore à tous nos intervenants et à votre écoute, vous, les auditeurs de l'autre côté de l'écran. Et on mettra le replay dans la journée en ligne pour tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.